Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On file tout de suite en Somalie où les terribles Chebabs viennent d'interdire Internet dans les zones dont ils ont la maîtrise. Les rebelles islamistes ont tout compris. En interdisant le web, c'est tout le processus de diffusion des idées occidentales qu'ils empêchent, au profit naturellement de la charia qu'ils imposent. À la révolution Internet qui propage les révolutions, les Chebabs opposent le silence. Interdiction de regarder des films, des matchs de foot ou de fumer. En Somalie, les insurgés islamistes Chebabs s'en prennent maintenant à Internet qui véhicule selon eux l'influence occidentale. Ils ont donc banni l'usage de la 3G dans les zones sous leur contrôle. Même si la présence du net est encore faible dans le pays, il connaît un succès grandissant depuis l'arrivée de la 3G sur les téléphones mobiles l'année dernière. Et pour les étudiants comme Abdi Samad Aboukar, l'accès aux cours est devenu très compliqué. Depuis qu'Internet est interdit à Hormoud, je suis face à de grosses difficultés. Je suis obligé d'aller dans les cybercafés où il y a de la Wi-Fi pour pouvoir aller sur le site Internet de l'université et récupérer les cours. Je suis très triste que la 3G soit coupée. Les Chebabs ont ordonné en janvier aux opérateurs télécoms de couper le réseau 3G sous peine de représailles. Ils craignent que cette technologie permette aux services occidentaux de les surveiller et de cibler des attaques contre eux. Mogadiscio et tout le sud de la Somalie n'ont plus de connexion 3G depuis. L'industrie des télécommunications en souffre beaucoup, mais les cybercafés, eux, connaissent un boom inattendu. Depuis la coupure d'Internet, nous avons énormément de clients. On a beaucoup de chance. Avant, les gens utilisaient Internet sur leur téléphone, mais ne venaient jamais chez nous. Maintenant, les choses ont changé, ils viennent chez nous. Les Chebabs ne contrôlent plus que des zones rurales, mais ils continuent les attentats suicides dans la capitale et le pays est toujours en guerre civile. Leur emprise partielle des moyens de communication souligne l'impuissance du gouvernement. Si l'interdiction est appliquée dans la ville, ce sera un véritable échec pour le gouvernement. Cela montrera que le gouvernement est faible et impuissant et qu'ils n'ont aucune autorité pour gouverner leur territoire. Le blocage de la 3G touche les journalistes, les étudiants et les entreprises. Petite ironie, c'est sur Internet que les Chebabs ont annoncé leurs mesures. Journalistes, étudiants, hommes d'affaires, tous les vecteurs ordinaires de l'idéologie humaniste se trouvent visés et ils réagissent. Plus qu'une habituelle prohibition de l'alcool ou de la licence, le ciblage sur le cinéma, les matchs de foot, Internet, montre chez les Chebabs une analyse en profondeur des véritables moyens de la propagande occidentale. Ils ont observé, de la Tunisie à l'Ukraine, le cheminement qui mène à la déstabilisation des pouvoirs en place. La révolution Internet a induit un changement des mentalités qui se diffuse à une vitesse jamais vue. Les réseaux sociaux transforment les révoltes individuelles en révolutions organisées. Le foot, Internet, le cinéma habituent les populations à une communication commune, des rythmes, des idoles, des centres d'intérêt, des comportements communs à travers la planète. Pour contrer cette stratégie, l'interdiction est un acte simple. Dans le silence ainsi provoqué, le contre-jeu des Chebabs consiste maintenant à imposer l'islam par la répétition et par la coercition. Mais là, on revient à du classique. L'un des enjeux de la révolution ukrainienne se précise peu à peu alors que des hommes armés russophones patrouillent dans 2 aéroports de Crimée. Le ministre ukrainien de l'Intérieur dénonce une invasion russe. Et il demande aux États-Unis et à la Grande-Bretagne de garantir ses frontières. A l'inverse, le gouvernement autonome de Crimée demande lui un référendum sur le statut de la péninsule, avec 3 réponses possibles, autonomie accrue dans la République d'Ukraine, indépendance ou enfin rattachement à la Russie. Attendons donc le prochain coup de poker ou d'échec. Pour Janet Yellen, présidente de la Banque centrale des États-Unis, le système financier va mieux, mais les difficultés actuelles de l'économie américaine s'expliquent par un facteur extérieur auquel on ne peut rien, le mauvais temps, les tempêtes de glace.
Ses services vont diligenter une enquête pour déterminer l'incidence négative exacte de ce refroidissement sur la croissance américaine. D'ici que Pierre Moscovici découvre l'influence déterminante du crachin breton sur l'économie socialiste, il n'y a qu'un pas. La société de vente aux enchères Bonhams, l'une des plus anciennes d'Angleterre, puisqu'elle fut fondée en 1793, met en vente deux phares de l'art contemporain, Damien Hirst et Banksy. Ce duo étrange, tant ils sont opposés, est le signe d'un système qui récupère tout et mélange tout à son profit. Voici l'un des lots phares de la vente, donc une œuvre de Banksy, un des artistes contemporains les plus connus, surtout parce qu'on ne connaît pas son identité, mais on connaît son œuvre, on connaît le fait qu'il travaille aux États-Unis et en Angleterre. Cette œuvre est très particulière parce que c'est une œuvre ancienne de 2002 de Banksy qui a été achetée par le vendeur directement auprès de Banksy, et c'est une œuvre unique avec un des sujets les plus connus de Banksy, donc ce petit bonhomme très graphique, très squelettique, avec écrit « Keep it real », donc vraiment un tableau signature. Damien Hirst fut le pape des Young British Artists dans les années 90. Dans la vieille lignée de Marcel Duchamp, il a commencé par des objets extraits de la vie réelle, c'est-à-dire des tables, des mégots, etc. En 2001, à l'Iceland Gallery à Londres, on se souvient qu'une femme de ménage avait jeté à la poubelle une œuvre capitale composée de bouteilles de bière, de tasses à café et de cendriers pleins. Depuis, il a densifié son propos avec d'autres impostures lucratives. En 2007, il a ainsi vendu une réplique de crâne d'homme en platine, 100 millions de dollars. Banksy, c'est autre chose, un graffeur des rues solitaires dont le visage reste inconnu pour mieux entretenir sa notoriété et sa cote, elle aussi respectable. Il cultive pourtant un humour proprement subversif. En 2013, il s'est assis à Central Park pour vendre ses œuvres incognito, 8 exactement, pour un total de 420 $, alors qu'on les estime à 160 000 pièces. C'était une manière de déconsidérer un marché spéculatif qui n'a d'autre réalité que l'intérêt financier et l'adoration obligatoire de l'art conceptuel. Mais ce marché arrive précisément à tout récupérer, y compris ses adversaires, pour produire toujours plus d'argent et toujours plus de confusion.